Sur TV Liberté, le magazine des idées est entre les mains d'un des plus brillants intellectuels français, l'écrivain et philosophe Alain de Benoist. Les idées à l'endroit constituent un projet audacieux et sans équivalent dans le domaine culturel audiovisuel français. Dans un numéro qui fera date des idées à l'endroit, Alain de Benoist reçoit l'essayiste Michel Onfray. Ce dernier évoque la misogynie de Proudhon. Mais sur le plan des femmes, oui, il a été quand même très attaqué par les féministes. Oui, mais enfin, à mon avis, à juste titre, car il allait quand même assez loin. Il ne faut pas faire d'anachronisme, il ne faut pas lire Proudhon après qu'on ait lu Simone de Beauvoir, parce que, effectivement... Il vient avant Simone de Beauvoir, mais il vient quand même après Olympe de Gouges, à qui vous avez rendu hommage dans votre dernier ouvrage. Oui, mais là, pour le coup, on parle des femmes. Quand les femmes parlent des femmes, elles disent moins de sottises que quand les hommes parlent des femmes. Et quand les hommes parlent des femmes au XIXe siècle, ils ne sont pas très nombreux à dire des choses intelligentes. Et vous parliez du féminisme, il n'y a pas de féminisme chez les anarchistes. Le féminisme, on le retrouve presque exclusivement chez Fourier, qui a une conception des femmes qui est extraordinaire, enfin une espèce d'égalitarisme sexuel, libidinal. Fourier est grand sur ce terrain-là. Mais les autres, l'idée qu'une femme puisse être un citoyen comme les autres, je dirais, ça c'est pas une idée qu'on trouve dans le socialisme du 19e siècle, donc on ne la trouve pas chez Proudhon. Ça ne veut pas dire que Proudhon n'est pas coupable, c'est la même chose avec l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il en a fait un cheval de bataille dans son livre sur la pornocratie. Vraiment, on sent que ça l'agite. Alors on l'a traité de foulée sexuelle, évidemment, les fémelins, oui. Daniel Guérin dit, lui d'ailleurs, que c'est un homosexuel refoulé. Dans son Proudhon, oui et non, il y a un moment donné où il sort des lettres dans lesquelles il dit regardez, il a comme une fascination pour les beaux corps des jeunes ouvriers musclés, etc. Donc misogynie plus fascination pour le beau corps des ouvriers égale homosexuel refoulé. Oui. Pourquoi pas, mais ça aussi c'est une lecture, c'est la lecture de quelqu'un qui a lu Simone de Beauvoir ou c'est une lecture post-68arde. Si on veut lire dans le contexte du 19e siècle, effectivement, il n'était pas plus progressiste que nombre de ceux qui existaient à l'époque sur le terrain du féminisme. Mais évidemment, sur l'antisémitisme, c'est la même chose. Mais on trouve un antisémitisme terrible chez Marx aussi, et chez presque tous les socialistes qui estiment que l'argent, le capital, le capitalisme, tout ça va de pair. C'est une idée fausse, évidemment, mais c'est une idée qu'on retrouve dans toute l'ultra-gauche d'aujourd'hui. Bon, tout ça nous montre que si l'on veut lire Proudhon, il faut le prendre en entier, et ne pas, on pourrait le dire à propos de beaucoup d'autres auteurs, vous savez mieux que personne, si je peux dire, à quel point on peut détruire en prenant une phrase, un mot, etc. D'où le danger, si je puis me permettre, d'où le danger des anthologies sur Proudhon. Bien sûr, parce qu'on se dit, voilà, une œuvre, Marcel Rivière, ça prend ça, c'est vraiment un maître de fort volume. Et effectivement, c'est beaucoup de travail de lire tout Proudhon. Donc on a plutôt tendance à dire, tiens, une anthologie, c'est bien. Or, les anthologies, elles sont orientées. Si sur le plateau, on parle librement de Proudhon, on en fait de même pour le plus grand penseur de la première moitié du XXe siècle, Charles Maurras. L'historien Olivier Dard dessine un portrait du fondateur de l'Action française. Alors je dirais qu'il y a 3 niveaux sans doute de l'influence de Maurras. Il y a d'abord effectivement cette capacité qui a été la sienne à se forger un certain nombre de disciples. Alors vous citiez gentiment ma biographie, elle a un sous-titre qui s'intitule « Le maître et l'action ». Maurras, comme d'autres, comme Anatole France avant lui, comme Barrès, a été un maître pour toute une série de disciples, et les disciples de Maurras, on les retrouve sur plusieurs générations, et je dirais jusqu'à la fin, puisque le dernier livre de Maurras s'adresse à un jeune Français à qui il explique, au fond, pourquoi il faut choisir le nationalisme intégral, ce nationalisme intégral qu'il avait théorisé au tournant du XXe siècle. Première étape, donc Maurras et les siens. Mais deuxième chose fondamentale, c'est la capacité qui a été celle de Maurras à polariser le débat public. Et je dirais que ce qui m'intéresse sans doute le plus aujourd'hui, c'est moins d'un certain point de vue les Maurassiens eux-mêmes que ses adversaires. C'est-à-dire que adversaires ou admirateurs, vous en citiez un certain nombre, des admirateurs qui ne sont pas nécessairement maurassiens, je pense en particulier au célèbre critique littéraire Albert Thibaudet, et toute l'importance de Maurras, c'est la polarisation qu'il a opérée dans le jeu politico-intellectuel français, alors évidemment avant 1914 déjà, mais ensuite, et jusqu'à son procès et jusqu'à sa mort, car le procès de Maurras peut être au fond considéré, pour une part,
comme celui du mauvais maître, celui qui aurait induit en erreur un certain nombre de jeunes disciples et plus largement une partie des Français à l'époque donc du régime de Vichy, de la France seule, etc. Et puis troisième niveau, vous l'indiquiez, c'est l'influence à l'étranger. Je crois qu'on ne peut pas parler de Maurras sans songer à l'importance de cette influence à l'étranger, une influence qui commence avant la Première Guerre mondiale et qui va se poursuivre toute la vie de Maurras et même d'ailleurs au-delà, une influence qui s'exerce en Europe, principalement évidemment dans les pays de langue latine, donc Belgique et Suisse bien sûr, mais également Italie, Espagne, Portugal, sans non plus complètement négliger l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Et l'Amérique latine, j'y arrivais bien entendu, avec des effets de décalage sur lesquels nous pourrons revenir, mais une influence importante de Maurras en Argentine, au Brésil et également, ne l'oublions pas, dans ce qui s'appelait à l'époque le Canada français. Aujourd'hui, on l'assimile au Québec, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais Maurras, il y a eu des disciples. Alors, vous avez raison de souligner ce qu'il y a de novateur chez Maurras, c'est-à-dire sa volonté, à la fin du XIXe siècle, de créer une jeune droite, en quelque sorte, avant bien d'autres jeunes ou nouvelles droites, y compris dans son royalisme, qui n'est ni une sorte de vieux légitimisme nostalgique, ni la doctrine contre-révolutionnaire de Maistre ou Bonald, dont il n'endosse pas le caractère théocratique, finalement. Il faudrait parler aussi, éventuellement, de l'influence d'Auguste Comte sur lui. Donc, il y a recréation d'une doctrine. Oui. Alors, est-ce que c'est là qu'il faut distinguer, comme pour beaucoup d'autres auteurs, le jeune Maurras et le Maurras de la maturité. Le jeune Maurras de la fin du XIXe siècle écrit notamment sur le socialisme, sur la question ouvrière, avant même l'émergence du cercle Proudhon, des choses qu'évidemment il ne va plus dire après, d'où la thèse de nombreux auteurs, c'est d'ailleurs celle de Pogam, selon laquelle s'étant rallié à l'Union sacrée pendant la Première Guerre mondiale, et compte tenu de l'émergence du communisme soviétique qui va susciter un puissant anticommunisme à droite, il devient un peu prisonnier d'un public plus conservateur ou plus réactionnaire. Il en devient en quelque sorte l'otage. Dans un numéro spécial des idées à l'endroit, Alain de Benoît introduit une thématique d'actualité, les populismes. Sur le plateau de l'émission, le chercheur Jean-Yves Camus s'exprime sur le sujet. La meilleure règle pour observer le populisme, c'est d'abord la distance, et non pas cette manie que vous avez à juste titre qualifiée de paresseuse, qui consiste à voir dans les mouvements que vous avez cités et dans d'autres, comme une sorte d'adaptation moderne ou de ressucé des mouvements des droites radicales des années 30, pour essayer, hors de toute raison, de comparer l'époque contemporaine à celle d'avant la Seconde Guerre mondiale. Mais regarder le phénomène populiste, c'est aussi avant tout ne pas céder à cette tentation très fréquente, moins chez mes collègues que dans les médias, d'expliquer qu'au fond, les populistes sont sales. Et les populistes sont sales parce qu'ils représentent le peuple. Et le peuple, ma foi, composé aussi de travailleurs aux mains calleuses et de paysans qui n'obéissent pas nécessairement au code de la société bourgeoise. Alors, puisque le peuple c'est sale, les populistes le sont aussi. Moi ce qui me frappe, c'est que derrière tout ce traitement médiatique des populistes, il y a avant tout cette sorte de disqualification du peuple. C'est-à-dire que je ne tiens pas pour ma part pour acquis que le peuple ait tout le temps raison, mais nombre des journalistes qui suivent ce phénomène, voire des spécialistes du phénomène, considèrent qu'il a apparemment tout le temps tort. Donc il faut essayer de revenir à de justes proportions. Le populisme, c'est d'abord un style de gouvernement. Et ce style populiste, qui consiste à flatter à un moment donné ce que l'on voit remonter de l'opinion, donc à faire souvent des promesses de campagne qui vont dans le sens de ce que les instituts de sondage vous indiquent, il peut être utilisé par absolument toutes les familles politiques. Historiquement, il y a au moins 3 formes de populisme. Le populisme paysan, qui a accompagné à la fin du XIXe siècle la transformation vers la société industrielle, et dont les États-Unis d'ailleurs ont été un des berceaux.
le populisme de gauche qui tient pour acquis que le peuple, une définition qui reste à donner, a naturellement toujours raison, et un populisme qui considère, ou plutôt à droite, qu'il y a aujourd'hui cassure entre les élites et le peuple, ce qui me paraît être un phénomène indubitable, et qu'à la démocratie représentative que nous connaissons, il faut substituer une forme de démocratie directe par laquelle le peuple s'exprimerait sur tous les sujets et à tous les moments, depuis les enjeux d'intérêt national jusqu'à des enjeux proprement locaux. Alors moi j'ai une attitude très, j'allais dire, très médiane sur ce dernier point. Je pense qu'il y a en ce moment des initiatives extrêmement intéressantes de démocratie participative et locale et qu'il faut effectivement essayer de construire la démocratie par le bas. Pour autant, sur un certain nombre de grands sujets sociétaux, je ne sais pas si l'instauration de ce mode de gouvernement n'introduirait pas une démocratie de l'opinion, et on sait combien l'opinion peut être volatile. Autre thème essentiel abordé par le magazine des idées à l'endroit, le communautarisme. Et cela offre un débat entre Laurent Dandrieux qui prend la parole et Philippe Forget. Donc l'identité, en fait, ce n'est pas une substance, c'est une manière, c'est pas un être, une essence qui serait éternelle, c'est une manière de faire, de travailler le monde qui se perpétue, se transforme de génération en génération. À partir du moment où par l'éducation et l'instruction, il n'y a plus cette transmission du savoir, cette transmission de s'inscrire dans un processus de créativité historique, il est évident qu'il y a un sentiment de perte d'identité générale, qui va bien au-delà de la crise de l'Église catholique actuelle, où même l'islam d'ailleurs lui-même est en crise, parce que l'islamisme politique, c'est une idéologie politique. Mais quelle est la culture? Quelle culture engendre-t-il, cet islam triomphant? Là aussi, quels sont les grands auteurs, les scientifiques? Enfin, y a-t-il une science religieuse? C'est autre chose. Mais enfin, quelle est la forme qu'il peut donner à l'être humain, comment les religions font-elles fleurir aujourd'hui l'être humain? À part le discours de culpabilité, des discours de messianisme, de fusion universelle, on ne voit pas en quoi, justement, une belle forme humaine jaillit de tous ces discours. Au contraire. Donc l'humanisme, en ce sens-là, d'ailleurs, a été terrassé par notre époque, et notamment par le retour du religieux, à mon avis. Moi, je pense que c'est précisément l'inverse. Les belles formes, Laurent Dandrieux, vous qui avez écrit notamment, je crois, sur Fra Angelico. Voilà, je pense que si vous disiez à juste titre tout à l'heure qu'il y avait aussi une crise de l'identité personnelle, c'est-à-dire que la question qui se pose à beaucoup de gens, c'est qui suis-je? C'est justement parce que la civilisation dans laquelle nous baignons aujourd'hui est une civilisation qui a évacué la question du sens, la question de la métaphysique et la question du religieux qui est très marginalisée aujourd'hui. Je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, que effectivement l'identité, bien sûr, ne se limite pas aux religieux. Mais quand vous disiez les Polonais se sont battus pas seulement au nom de leur catholicisme, mais aussi au nom de leur littérature, de leurs monuments, c'est aussi de l'identité, ça. Et ce que j'ai dit, c'est de l'identité, voilà, mais c'est pas spécialement de l'identité catholique, non, même s'ils sont catholiques. Mais personne ne dit que l'identité se limite à l'identité catholique. Donc l'identité, elle est présente dans le débat de manière inconsciente depuis longtemps. Pourquoi l'est-elle plus particulièrement aujourd'hui, à mon avis? Parce que nous sommes à la fusion de deux phénomènes. D'une part, l'essence même de la modernité, qui me paraît résider dans un refus du donné. C'est-à-dire la modernité, pour une large part, c'est considérer que ce qui nous est donné, et en fait toutes les limites qui nous sont posées par notre origine, n'ont pas lieu d'être et doivent être remises en question. Et donc, d'une certaine façon, la nature même de la modernité, c'est une rébellion contre les identités reçues, et notamment les identités culturelles et nationales. J'ajouterais juste... je termine juste oui. Le deuxième phénomène qui, de manière beaucoup plus récente, vient s'adjoindre à celui-là, c'est effectivement des phénomènes d'immigration de masse extra-européenne qui font que les cultures européennes sont soumises à une pression de population qui ne partage pas ces présupposés, qui n'a pas de précédent dans l'histoire en termes de masse. Donc je pense que la conjonction des deux phénomènes, l'appel d'air créé par la modernité et sa guerre contre les identités et la pression migratoire, tout cela fait qu'effectivement les identités européennes sont soumises à une pression tout à fait sans précédent. Alors, quand vous parlez de la modernité comme équivalent au refus du donné, je vois bien ce que vous voulez dire, on pourrait ajouter que la postmodernité, c'est le refus du stable.
et y compris de la stabilité de ce qui a remplacé le donné. Ce qui fait qu'on fait un pas de plus, disons, dans le flou et le fluide. C'est la capacité à se réinventer soi-même en permanence. C'est-à-dire dans le liquide. Et finalement, le liquide, c'est aussi ce qui liquide, au sens de la liquidation générale. Le rédacteur en chef de la revue Crisis, Thibaut Isabelle, ne manque pas dans cet entretien de développer une analyse intéressante. Nous vivons, à l'époque moderne ou postmoderne, si vous voulez, dans des sociétés de plus en plus anonymes. La technologie s'est développée, mais aussi les villes. Les échelles auxquelles nous vivons sont beaucoup plus grandes que par le passé. Il y a encore ne serait-ce qu'une cinquantaine d'années, la vie locale jouait un rôle majeur dans la vie quotidienne des gens. Aujourd'hui, la vie locale n'existe pour ainsi dire plus, on ne connaît plus ses voisins, il n'y a plus de véritable politique locale. Les gens avec qui nous évoluons sont des anonymes. Nous les croisons, mais nous ne les connaissons pas. Et à partir de là, la question de l'identité ne peut que se poser d'une manière traumatisante et même pathologique, parce qu'en vérité, nous ne reconnaissons pas les gens que nous avons en face de nous, eux ne nous reconnaissent pas, et donc l'identité n'est plus une donnée naturelle. Notre identité, mais aussi l'identité des autres. Et dans cet anonymat généralisé, je crois que ne peuvent que proliférer à la fois l'indifférence aux autres et un esprit de calcul qui est déjà hégémonique dans la vie économique, mais qui devient aussi au fond hégémonique dans la vie politique, sauf que quand l'esprit de calcul s'empare de la vie politique, alors il n'y a plus de communauté politique, il n'y a plus que des intérêts politiques, et lorsque la politique est régie par l'intérêt, la nation, mais la communauté sous toutes ses formes, c'est-à-dire aussi les communautés locales, ne peuvent que disparaître progressivement et se désagréger. Et la conclusion de l'émission sur le communautarisme, comme celle de ce best-of, appartient à Alain de Benoît. Nous n'aurons pas épuisé le sujet, j'espère simplement que nous n'aurons pas épuisé non plus les spectateurs, ni que nous ne les aurons pas déçus en essayant de traiter un peu sur le fond un problème qui est au fond faussement simple. Et on voit l'équivoque, je dirais, dans l'intitulé même du sujet, parce que l'identité, c'est à la fois ce qui nous rend différents, nous avons notre identité, elle n'appartient qu'à nous, c'est nous. Donc ça nous rend différents, mais identité, c'est aussi ce qui nous rend identiques à d'autres, d'où ce fameux problème de la proximité, à qui est-ce qu'on s'identifie, de qui on se sent le plus proche, et identité, identique. Identité veut, le paradoxe formidable de l'identité, c'est qu'elle veut dire à la fois identique et différent. C'est tout le fond du sujet. Merci à chacun d'entre vous. Merci à vous.